vais vous résumer ce livre, la méthode Change ma vie, une méthode pour créer une vie extraordinaire qui nous ressemble, celle dans laquelle on se réveille le matin en se disant « j'adore ma vie et c'est pas fini ». Et pour ça, entre autres, on va voir les clés pour mieux gérer nos émotions. C'est une édition de mai 2024 de 350 pages, écrite par Clotilde Dussoulier, qui est master coach certifié de formation scientifique. Et à 30 ans, à son deuxième enfant, elle avait atteint les limites de sa gestion émotionnelle. Son quotidien n'était plus qu'une suite d'obligations et de cases à cocher. Elle a eu besoin de clés pour retrouver le pouvoir et la liberté dans sa propre existence. Puis elle a eu envie de partager, avec entre autres à partir de 2017, un podcast qui s'appelle Change ma vie, où tous les jeudis elle publie un épisode. Je les suis quasiment depuis le début, et j'apprécie beaucoup sa démarche de partage, et la finesse et l'intelligence des informations qu'elle peut y mettre. Alors voici la table des matières. On va retrouver l'approche Change ma vie, puis on va parler de cette vie extraordinaire. On va s'attacher à comprendre comment on fonctionne à travers nos pensées et nos émotions. Puis enfin, on fera un pacte avec nous-mêmes de manière assez précise pour se mettre en mouvement vers une vie qui nous corresponde vraiment, en sachant faire preuve parfois de fierté et de bien gérer nos émotions. C'est la partie la plus détaillée pour bien avoir des outils par rapport à cette gestion émotionnelle. Je m'arrêterai ici pour la première partie. Voici notre manière de voir ce qu'on va aborder ensemble à travers le préambule, la description de notre vie extraordinaire et la construction du pacte avec nous-mêmes. En préambule, on nous dit que ce livre est pour nous si on se pose pas mal de questions comme celles que l'on peut voir sur cette page. Quand on se pose des questions pour savoir si on a fait le bon choix, si on peut s'autoriser à dire non, est-ce qu'on risque d'être jugé, est-ce qu'on en fait assez, etc. Surtout que vu les partages hyper positifs, on se rend compte que dans les films et les réseaux sociaux, tout le monde y arrive. Et on se dit pourquoi ça coince pour nous, pourquoi on est anxieux, etc. Et le pire, c'est qu'on a le sentiment d'avoir fait tout ce qu'on nous avait dit de faire. Et se poser des questions est une excellente chose à condition de se poser les bonnes questions. Ce livre est aussi accompagné de ressources bonus qui sont téléchargeables, un guide bien pratique pour pouvoir s'y retrouver dans la gestion émotionnelle. Maintenant, on va préciser quelle est l'approche Change ma vie, avec un premier principe qui nous dit qu'il n'y a rien qui cloche chez nous. On a probablement tous besoin d'un peu d'aide pour se souvenir que l'on est déjà une personne formidable. Deuxième principe, on va encourager notre croissance, développer l'envie d'aller plus loin, de se mettre en mouvement vers quelque chose de plus grand ou de différent ou de nouveau. Troisième principe, évaluer sans juger. Quand ça ne se passe pas comme on le souhaite, il est tentant de chercher des coupables, soit les autres, soit nous. Genre, je suis trop nul. On va se créer un espace pour se poser les meilleures questions. Quatrième principe, mesurer l'impact de notre conditionnement social. Et celui-là, il est énorme. On peut difficilement faire abstraction de l'environnement dans lequel on a évolué et dans lequel on évoluera encore. On va pouvoir faire la distinction de ce qui nous appartient ou pas, faire la distinction entre la vision du monde préinstallé, sans que nous nous demandions notre avis, et la vision qui nous fait sens. Cela évite de se juger et libère beaucoup d'énergie pour modifier nos modes de pensée. Cinquième principe, proposer des solutions individuelles sans nier les problèmes systémiques. On va être invité à se rencontrer là où on en est à l'instant T. On ne peut pas non plus faire abstraction des systèmes de pouvoir dans lesquels les êtres humains évoluent. Sixième principe, refuser la positivité toxique. L'erreur pourrait être de penser qu'une vie réussie signifie que l'on se sent bien tout le temps. Et là, on s'en vient à son vouloir d'éprouver des émotions pénibles, alors qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions. Septième principe, cultiver le plaisir. Mais quel message a-t-on eu sur le plaisir en grandissant ? Le succès d'une démarche de changement dépend largement du plaisir que l'on crée pour nous-mêmes au fur et à mesure de notre progression. Et enfin, huitième principe, apporter toujours plus de nuances. Aucun conseil, aucune recommandation n'a de valeur absolue. Toute idée a ses limites et ses nuances. On va être invité à engager son esprit critique, notre capacité à développer une vision nuancée et placer le curseur à l'endroit qui est juste pour nous. Et attention à la consommation de contenu de plus en plus court et aux phrases choc. On va pouvoir faire une place à notre sagesse et à notre souveraineté. Il n'existe pas de solution magique, de formule secrète qui fonctionnerait pour tout le monde, dans toutes les situations
et sans que l'on ait à fournir le moindre effort. Alors comment utiliser ce livre? Eh bien, on nous l'indique comme un compagnon du quotidien avec 3 modes d'utilisation. Un mode découverte où on va être invité à faire une première lecture pour découvrir. À la suite, on va s'offrir un beau carnet pour pouvoir noter. On pourra aussi imaginer un mode SOS. Au moindre obstacle, on pourra s'y référer pour comprendre ce qui se passe et suivre les étapes pour dénouer les difficultés. Dans tout changement, si on se sent perdu, découragé, bloqué, c'est qu'il manque l'un de ces éléments fondamentaux, soit la vision, la clarté, l'élan, soit les 3. Et enfin, il y aura aussi un mode nouveau départ, où pour chaque nouveau projet, nouveau chapitre de vie, nouvelle année, on pourra redérouler la méthodologie apportée dans ce livre. On arrive au chapitre Votre vie extraordinaire, sachant que notre aspiration se résume souvent à « on veut juste être heureux ». Et il y a 2 types de bonheur. Premièrement, celui lié à notre expérience de notre quotidien, le critère étant comment on se sent dans la journée, à travers nos émotions. Et le deuxième type de bonheur, c'est celui lié à notre évaluation globale de notre vie, l'impression d'avancer, notre vision optimiste de notre futur, etc. En fait, la direction générale dans laquelle on construit notre vie. Et ces 2 types de bonheur sont complémentaires, les 2 sont nécessaires. Pourtant, il est facile de passer à côté de ce que l'on a dans le tourbillon de notre quotidien, trop occupé à cocher des cases les unes après les autres. Le but du jeu sera de se dire le matin « j'adore ma vie et je sais que le meilleur reste à venir ». En tout cas, vivre la vie extraordinaire qui nous ressemble, c'est le mariage de l'appréciation de ce que l'on a déjà et l'anticipation confiante, radieuse de ce que l'on va pouvoir continuer à vivre, créer et poursuivre. Alors, quelle est notre vie extraordinaire ? Certains de nos choix, habitudes, valeurs, activités, relations, accomplissements se démarquent de ce qui nous paraît ordinaire. Ce que l'on va vivre est choisi plutôt que subi. Et là, tout dépend de nos aspirations, talents, envies, et ce sera bien la vie extraordinaire qui nous ressemble. Mais cela ne nous affranchit pas de l'expérience humaine, en n'oubliant pas que l'extraordinaire vient aussi de la qualité de notre connexion à nous-mêmes et aux autres. Mais alors pourquoi poursuivre une vie extraordinaire ? Est-ce pour en mettre plein la vue aux autres, prouver qu'on est mieux, qu'on est plus capable, qu'on est supérieur? Est-ce pour devenir célèbre? Se protéger de l'oubli? Eh bien en fait, c'est pas l'idée ici. Il y aura 3 bénéfices majeurs proposés. Premièrement, déployer sa liberté et son courage pour sortir de l'ordinaire, ne pas se laisser porter par le courant. Deuxièmement, nourrir notre plaisir et notre appréciation. Nous sommes câblés pour ignorer ce qui est normal et attendu et pour porter notre attention à ce qui est nouveau, différent, remarquable. Et enfin, 3e bénéfice, on va pouvoir conduire notre parcours de héros ou d'héroïne. Et ne perdons jamais de vue ce parcours. Notre vie nous a été confiée à nous, et personne d'autre ne se chargera de la rendre extraordinaire. Nous apprenons maintenant les clés de notre fonctionnement. On nous propose de nous imaginer assis seul au volant d'un véhicule, totalement inconnu, avec un tableau de bord compliqué, plein d'écrans, d'indicateurs et de voyants. Et jusqu'à présent, personne ne nous a remis la notice d'utilisation. Personne ne nous a expliqué les mécanismes cognitifs et émotionnels qui nous animent. Pourtant, c'est ce véhicule que l'on va devoir conduire le reste de notre vie. Première clé, vos pensées ne sont pas la réalité. On formule des dizaines de milliers de pensées durant une journée. Ces pensées vont de la crainte à ne pas avoir le temps de tout faire, un sentiment diffus de culpabilité, une inquiétude chronique sur notre apparence physique ou sur notre santé, et plein d'autres pensées liées à des événements extérieurs. Et notre système cognitif a pour mission de donner du sens à tout ça. Bonjour le boulot. Et le biais de négativité est bien là, toujours à identifier les risques, ce qui pourrait mal se passer, pour attirer notre attention, nous permettre de les éviter. Ça, c'est issu de notre vie sauvage où c'était des conditions de survie. Et ce biais cognitif, entre autres, va raccourcir les pensées pour plus d'efficacité et pour nous éviter de repartir de zéro à chaque fois. Il faudra donc avoir conscience de ces biais cognitifs. En bonus, on va retrouver différents biais comme ça, comme ici le biais de négativité, avec ce fameux verre à moitié vide. Et on nous donne aussi des conseils en nous disant par exemple que quand on a des aspects négatifs qui nous apparaissent, on peut s'entraîner à inventorier un nombre équivalent d'aspects positifs ou favorables. Et dans ce bonus, on parlera aussi du biais de personnalisation, cette tendance à interpréter les événements en lien avec soi et à penser systématiquement qu'on a une responsabilité dans ce qui se passe à l'extérieur de soi. Nous avons aussi le biais de généralisation, qui cherche à se créer une vision du monde simple, construite sur des certitudes. Nous avons aussi le biais de confirmation,
celui qui nous conduit à chercher, interpréter, privilégier et se souvenir des informations qui confirment nos croyances ou hypothèses préexistantes. Puis nous avons le biais d'engagement. Notre attachement à nos décisions passées et nous conduit à poursuivre dans la même direction, même quand nous avons des raisons de penser que c'est une erreur. Puis nous avons le biais rétrospectif, celui qui a tendance à revisiter des événements passés en les voyant comme plus prévisibles qu'ils ne l'étaient réellement. Une fois que les événements se sont déroulés, on a tendance à croire qu'il aurait été facile de les prévoir ou les anticiper, voire même affirmer qu'on le savait bien. Et nous avons enfin l'aversion à la perte, cette tendance à préférer éviter de perdre ce qu'on a plutôt que d'attirer une chose de valeur équivalente. Voilà, on doit se rappeler que nos pensées sont influencées par un système de pensée personnel que l'on a construit depuis notre naissance, à travers notre entourage, nos expériences, etc. Clé numéro 2, nos pensées créent nos émotions. Et tout ça va conduire à notre météo intérieure, une dimension fondamentale de notre expérience humaine. Nos émotions sont si déterminantes dans une expérience de vie qu'elles guident en sous-marin toutes nos décisions et toutes nos actions, et même nos micro-décisions. Le but étant de nous faire accéder aux émotions que l'on aime ressentir et éviter les autres. On pense à tort que c'est ce qui se passe autour de nous qui nous cause nos émotions. Toujours ce système de coupable ou d'excuse. Cela nous place à la merci des événements et des personnes qui nous entourent. Et mécaniquement, on va chercher à contrôler les événements et les personnes qui nous entourent. Et quand évidemment ça échoue, on sera en colère et frustré, puisque c'est de leur faute, on va pouvoir ruminer, etc. On pourra aussi développer un sentiment d'impuissance. Donc on pourra se mettre un petit post-it sur le frigidaire, avec cette phrase qui dit « Ce qui détermine nos émotions, ce sont nos pensées au sujet des circonstances qui nous sont extérieures. » Une émotion sera traduite en ressenti physique de l'interprétation cognitive de ce qu'il se passe autour ou à l'intérieur de nous. Et bien sûr, pour tout arranger, à tout moment, on n'a pas une pensée unique au sujet des circonstances, mais plusieurs en même temps. Donc gérer ce cocktail d'émotions est vraiment complexe. En bonus, on va retrouver cette association entre pensée et émotion. On va parcourir 100 émotions et les pensées qui peuvent les créer. Et on va être invité à écrire quelles sont les 3 émotions de la liste que l'on ressent le plus souvent dans notre quotidien et quelles sont les pensées qui les créent pour nous. Et à travers ces exercices, on va pouvoir affûter notre capacité à identifier nos pensées et nos émotions associées. Car cela demande de l'entraînement et ça pourra nous amener à mieux comprendre notre météo intérieure. 3e clé, nos émotions sont le carburant de nos actions. Nos émotions servent à diriger nos actions en fonction du sens donné à telle ou telle situation. Émotion vient du latin motion, qui veut tout simplement dire mouvement. L'idée sera de pouvoir agir de la façon la plus appropriée. Par exemple, la colère. Si quelqu'un prend quelque chose qui est à nous, que ce soit un vol, nous prendre notre place de parking, ou plus symbolique, par exemple quand on nous coupe la parole, eh bien cette colère sera une émotion énergisante qui nous met en tension, on est prêt à bondir, et dans le cadre de notre évolution, c'était très utile pour protéger nos acquis. Mais comme dans notre société on condamne la violence, y compris verbale, on a appris à contenir la colère, voire à la réprimer totalement, quitte à la retourner contre nous. Voilà, comme à pas mal d'endroits dans ce livre, on est invité à prendre notre carnet. Ici, on va être invité à repérer dans toutes sortes de situations le cycle pensée, émotion, action. Et ça pourra nous donner une clarté incroyable, comprendre pourquoi on se sent comme ça, ou on fait ci ou ça. 4e clé, nous pouvons diriger nos pensées. On peut décider ce que l'on veut penser, et oui. Une fois que pensée toute faite a jailli, on n'a aucune obligation d'y adhérer ni de l'entretenir. On est invité à choisir un autre angle de vue, sans non plus raconter des histoires. Puis on passe à l'outil flot de pensée. Pour l'auteur, c'est une pratique de base que l'on peut faire n'importe quand, en écrivant les pensées qui arrivent. Ça sera très utile pour une prise de conscience, prendre conscience de ce qui occupe nos pensées. Ça sera aussi utile pour observer nos pensées, nous aider à prendre du recul, sachant que noter permet déjà une première prise de distance. Et enfin, une autre utilité, on pourra avoir plus de clarté. Comme en général on pense à 10 choses en même temps, le flot de pensée permet de faire retomber ce foisonnement de pensée et pourra aussi nous aider à identifier quels sont les sujets majeurs. Puis on aborde la notion de succès. Effectivement, c'est quoi le succès? On va pouvoir prendre notre carnet et se représenter en esprit le concept du succès. Ces représentations sont le résultat de la multitude de messages explicites et implicites que l'on a reçus depuis notre enfance. Ces messages qui disent « si tu veux qu'on t'aime, si tu veux avoir ta place,
Si tu veux être en sécurité, etc., etc., voilà ce qu'il faut que tu fasses. Toujours cette fameuse acceptation par le groupe. Et afin de créer la vie extraordinaire qui nous ressemble, il va falloir prendre le risque de déplaire, de décevoir, de perdre son statut, pour poursuivre ce qui a le plus de sens et de valeur pour nous. Puis nous arrivons au chapitre Votre pacte avec vous-même, avec ce paragraphe, comment être notre meilleur allié. Imaginons deux personnes qui se lancent ensemble dans une aventure, que ce soit un voyage, une collaboration, un mariage, etc. Le succès reposera très largement sur leur capacité à échanger en amont. Est-ce qu'ils ont des attentes compatibles, des engagements clairs, une approche constructive pour régler les problèmes inévitables qui vont se proposer à eux? On est tous d'accord avec ça, mais avons-nous pensé à le faire entre nous et nous? Eh bien, on va voir comment nouer un pacte avec nous-mêmes. Déjà, on va être invité à moduler notre discours intérieur. En effet, notre discours intérieur a un impact direct sur comment on se sent. Cela colore notre expérience tout entière. Et tout aussi important, le ton et la teneur de notre discours intérieur et les émotions qu'il suscite en nous qui déterminent ce dont nous nous montrons capables. On nous proposera 4 étapes pour améliorer notre discours intérieur. Premièrement, observer. Au fil de la journée, on fera des pauses régulières pour observer nos pensées, en se demandant par exemple qu'est-ce que je suis en train de dire sur moi. Deuxième étape, on va évaluer, se poser la question quand je me dis ça, comment est-ce que je me sens et qu'est-ce que je fais. Troisième étape, on va apprendre à les moduler. Et pour nous aider, on peut être guidé à travers cette idée. Si je devais soutenir ma meilleure amie, l'aider à retrouver son énergie, qu'est-ce que je lui dirais? Et enfin, dernière étape, on va pratiquer. On va répéter les étapes 1 à 3 le plus souvent possible, jusqu'à ce que cela devienne notre nouveau mode par défaut. Puis on se pose la question, la fierté est-elle un vilain défaut? Ce qu'on se dit parfois dans les situations où on se trompe, ou quand on a un coup de mou, est chargé de jugement, d'intransigeance et de dureté. Avec les petites phrases du genre « pas possible d'être aussi quiche »,« tu n'y arriveras jamais »,« allez du nerf, tu peux y arriver ». Et aussi, on peut être amené à minimiser quand on réalise de belles choses. Et là encore, il est inimaginable de parler comme ça à notre meilleur ami. Alors pourquoi parler comme ça à la personne la plus importante de notre vie? Franchement, quand on s'est dit ça, c'est plus possible de se parler mal. Après, pour bien comprendre, c'est probablement car on a intégré 3 croyances erronées. La première étant l'intransigeance et la dureté sont indispensables pour progresser. Car en effet, depuis tout petit, on nous a bien plus souvent pénalisés pour les choses qu'on faisait mal que valorisés pour celles qu'on faisait bien. Deuxième croyance, si je me félicite, je vais me reposer sur mes lauriers. Ça serait la voie express vers la complaisance et l'oisiveté. Sauf que la perte de sens et l'épuisement nous guettent quand on pense comme ça. Troisième croyance, être fier de soi, c'est l'arrogance. Surtout chez les femmes à qui on a trop souvent dit de ne pas la ramener, leur valeur reposerait sur le fait que tout le monde se sente bien, et elles étaient invitées à savoir s'effacer pour que d'autres puissent briller. En tout cas, cette croyance pour tout le monde repose sur la confusion entre fierté et arrogance. On est invité à ouvrir en grand la porte de la fierté et à s'autoriser à la ressentir, et même en ressentir les effets physiques. À nouveau, on est invité à prendre le carnet pour faire la liste des fiertés, en listant tout ce dont nous pouvons être fiers, en n'oubliant pas les difficultés qu'on a eu à surmonter pour arriver à la situation d'aujourd'hui. Et tout ça sera à mettre à jour régulièrement. Et si c'est difficile, ce qui va suivre va pouvoir aider. Paragraphe suivant, vos attentes envers vous-même. Pour se féliciter, il faut pouvoir évaluer ce qui nous semble bien et qui mérite notre approbation et nos encouragements. Et aussi pouvoir repérer ce qui nous semble moins bien à travers un questionnement et des ajustements. En l'absence, la sentence risque d'être par défaut, ce n'est pas assez bien. Et ce flou entraîne un foisonnement d'injonctions multiples et souvent contradictoires. C'est simple, pour prendre la mesure du volume et du poids de ces injonctions, il suffit de dresser l'inventaire de tous les « il faut »,« il faudrait »,« je dois »,« j'aurais dû ». En fait, une injonction n'est pas problématique en soi, ce qui plombe, c'est le poids cumulé. Donc on va être invité à écrire pour clarifier nos attentes, pour les alléger. On commencera par lister 5 rôles que l'on joue, ou domaines de notre vie qui nous tiennent à cœur, et pour chacun de ces rôles ou domaines, on va lister les « il faut » et les « je dois » qui nous viennent en tête, du plus général au plus détaillé. Et on va observer comment on se sent face à chaque exigence. Et si on constate qu'on s'en demande trop, il va être temps d'alléger nos attentes envers nous-mêmes. Et en recentrant nos attentes sur l'essentiel, on va en profiter pour les reformuler, car c'est nous qui les déterminons et non une force extérieure. Alors justement, comment se libérer de la culpabilité?
Cette émotion de culpabilité qui nous fait penser qu'on a fait quelque chose de mal. Toutes ces injonctions engrammées ne sont pas réalistes et toutes ne sont pas compatibles. Et ce n'est pas parce qu'on se sent coupable que l'on est coupable. Attention à tous ceux qui ont le tempérament de bon élève. La proposition ici sera de considérer la culpabilité comme un voyant qui s'allume sur notre tableau de bord. Alors première étape, questionner. Qu'est-ce que je pense faire mal dans cette situation ? Deuxième étape, on va évaluer. Souvent, on pourra constater que l'on fait pour le mieux dans une situation où tous les choix sont imparfaits. Troisième étape, trouver la compassion. Il ne s'agit pas d'excuser ou de justifier nos actions, mais de nous autoriser à être une personne imparfaite qui apprend de ses erreurs. Quatrième étape, apprendre. De quoi aurons-nous besoin dans la future situation identique pour agir en alignement avec la personne que l'on veut être ? Et enfin, cinquième étape, réparer. Il peut y avoir parfois lieu de formuler des excuses en fonction des situations. Alors, grosse partie maintenant, et nos émotions, on en fait quoi ? Là, tout de suite, peut-on dire quelle émotion principale on ressent et sait-on quoi en faire ? On souffre collectivement d'un déficit criant de compétences pour comprendre et réguler les émotions que nous ressentons. Nous n'avons pas eu d'éducation émotionnelle. Alors on bricole. On peut donc conclure que toutes les émotions sont légitimes. On a le droit de ressentir les émotions que l'on ressent. On reste néanmoins responsable des actions que l'on entreprend sous le coup de ces émotions. Donc, toutes les émotions ont leur place. Résister à une émotion ne fait que l'amplifier. Un coupable sur qui rejeter la faute ne sera jamais la solution. Rappelons-nous bien qu'on est équipé pour ressentir toutes les émotions humaines. Et le contraste émotionnel fait partie du contrat. L'expérience humaine, ce sera toujours des hauts et des bas, c'est comme ça. Notre rapport à nos émotions est au moins aussi important que nos émotions elles-mêmes. Alors comment accueillir et réguler nos émotions en 6 questions ? Premièrement, comment est-ce que je me sens et pourquoi ? Allez, là, on va aller voir nos carnets pour pouvoir répondre à cette question. Question numéro 2, quel est le mot que je pourrais mettre sur cette émotion ? Premier bénéfice, on prend de la distance par rapport au ressenti primaire. Deuxième bénéfice, ce qui est nommé fait beaucoup moins peur. Troisième question, comment est-ce que je peux décrire le ressenti physique de cette émotion ? Quatrième question, qu'est-ce que je me dis à propos de cette émotion ? On va pouvoir identifier les pensées associées au ressenti physique de l'émotion pour nous permettre de remarquer si on résiste à l'émotion ou si on se juge de la ressentir. Cinquièmement, quel est le confort physique que je peux m'apporter dans cette émotion ? Question 6, quel est le réconfort verbal que je peux m'apporter dans cette émotion ? Eh bien, ça sera assez simple en imaginant aider une amie. Et pour finir, on fera le point en se rappelant que l'accueil et la régulation des émotions n'ont pas pour objectif de les faire disparaître ni de nous en débarrasser, mais de les prendre en compte et de les moduler dans leur volume pour qu'elles ne nous entravent pas dans nos décisions et nos actions. Puis on va voir les 5 ingrédients de notre confiance en nous. Déjà, c'est quoi la confiance en soi ? Est-ce une foi inébranlable en ses capacités et son jugement ? Bien en fait, cela ne peut s'appliquer qu'à des situations que l'on connaît et que l'on maîtrise déjà. La proposition ici, c'est que notre confiance en nous repose sur la relation de confiance que l'on entretient avec nous-mêmes. Et voici 5 ingrédients principaux d'une relation de confiance entre 2 individus à transposer pour une relation avec nous-mêmes. Premier ingrédient, transparence et honnêteté. C'est pouvoir compter sur lui pour nous dire la vérité, même si ce n'est pas le plus facile et le plus confortable. Deuxième ingrédient, la fidélité à nos engagements. La cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, et sa propension à faire du mieux qu'elle peut. Troisième ingrédient, la communication et le traitement respectueux. Ce sera le maintien du respect, même dans les situations compliquées, surtout si beaucoup d'émotions sont en jeu. Quatrième ingrédient, la bienveillance. Savoir que la personne nous veut du bien, ne nous rabaisse pas, mais aussi savoir ne pas placer les intérêts des autres au-dessus des nôtres. Et cinquième ingrédient, la capacité à évoluer. On n'attend pas de l'autre la perfection ni qu'elle soit infaillible, on apprécie qu'elle soit prête à faire évoluer son comportement en fonction de ce que l'on vit ensemble et de ce que l'on exprime mutuellement. Il nous est maintenant proposé de prendre un moment pour matérialiser notre pacte avec nous-mêmes en écrivant une lettre à notre futur nous en marche en direction de notre vision. Et là, on est invité à prendre notre carnet pour écrire à notre cher futur moi. Ici, c'est un extrait de cette lettre où il va rester à compléter les différents blancs proposés. On va donc être comme ça guidé sur ce contrat que l'on va prendre avec nous-mêmes. Et on va garder ce pacte précieusement. On va le relire régulièrement pour nous reconnecter à notre pourquoi et se féliciter au passage du chemin parcouru. On pourra renouveler cette démarche chaque année ou au moment de se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle année.
Ça nous permettra d'ancrer les temps forts d'engagement envers nous-mêmes. Voilà, j'en arrive à mes conclusions personnelles pour cette première partie. Aller vers une vie qui nous corresponde, c'est en fait un très beau programme. Mais surtout, on va avoir des clés pour mieux gérer nos émotions, qui, on le sait, peuvent déclencher des maladies dans une très grande majorité de cas. On va bien repartir du début pour mesurer l'impact de notre conditionnement social depuis notre enfance, et aussi ne pas nier les problèmes systémiques, toutes ces contraintes qui nous entourent, mais néanmoins proposer des solutions individuelles tout en cultivant le plaisir. Car oui, on peut tendre vers une vie extraordinaire qui nous ressemble, car on n'est pas forcé de suivre le courant ordinaire de tous ceux qui nous entourent. Dans cette première partie, on aura une meilleure compréhension de nos clés de fonctionnement et accès à de nombreux outils. Et rappelons-nous bien, nos pensées ne sont pas la réalité. Et c'est important, on apporte comment moduler notre discours intérieur, se libérer de la culpabilité, améliorer notre confiance en nous. Et enfin, on pourra faire un pacte avec nous-mêmes. Personnellement, j'apprécie beaucoup la démarche très structurée de Clotilde, car du coup, on est vraiment bien guidé et on n'a plus qu'à avancer tranquillement en ne loupant pas les exercices écrits qui sont proposés. Et dans la suite, on verra comment préciser notre vision de ce à quoi on aspire, la clarté sur les actions à entreprendre pour y arriver, et l'élan pour avancer avec confiance sans s'épuiser. Je vous invite à rejoindre cette chaîne pour avoir une version longue de ce résumé. J'en ai fini pour le résumé de cette première partie et je vous laisse ici avec ce résumé synthétique de ce que l'on vient de voir ensemble.